Passons au vert, la chronique environnement et nature, avec Samuel Blois. Elle se glisse entre deux touffes d'herbe, un brin d'ombre et un silence. Et pourtant, il suffit d'un regard pour qu'elle vous attrape. Une fleur sans parfum, sans tapage, mais dont la forme trouble l'œil. Voilà l'orchidée, et c'est là, au bord d'un fossé, que continue sa longue histoire dans l'histoire. Passons au vert. Passons au vert continue son voyage dans le temps et observe l'histoire autour des orchidées. Après l'Antiquité et sa découverte, viennent les âges sombres qui finiront par s'illuminer avec la découverte du monde. Au Moyen-Âge, le savoir gréco-romain se replie dans les abbayes. Les bénédictins, les cisterciens, les savants de l'ombre conservent les manuscrits de Dioscoride et Théophrate. Mais ils ne regardent plus les plantes avec le regard du philosophe antique, préférant les voir comme des remèdes de Dieu. Dans les jardins de Simples, ces potagers médicinaux des monastères, on cultive parfois des espèces proches de nos orchis actuelles. Même si on ne les nomme pas ainsi, on parle plutôt de satyrion, un nom hérité des satyres antiques, encore porteur de sensualité et de trouble. La fleur devient alors un ingrédient d'onguent, pour les reins ou des décoctions censées échauffer le sang. On trouve des notes dans les manuscrits. À prendre avec prudence, car qui échauffe trop mène à la luxure. La sensualité supposée des orchidées en fait une plante suspecte. Dans certaines régions, on la croit utilisée par les sorcières pour composer leurs filtres. En Europe de l'Est et dans les Alpes, les traditions populaires rapportent que la poudre de tubercule pouvait servir à ensorceler un amant ou à infliger une impuissance. Il n'est pas rare que des orchidées soient mentionnées dans des procès en sorcellerie. Non pas comme preuve, mais comme ingrédient figurant dans les inventaires de greniers, de décoctions. Mais pendant que l'Europe chrétienne la redoute ou l'oublie, l'Orient l'apprivoise. Dans les villes du monde arabo-musulman, Bagdad, Damas, Istanbul, circule une poudre blanche tirée des tubercules de certaines orchidées terrestres. Le salep. Ce mot vient de l'arabe saloub, qui désigne les testicules de renard. Le salep devient une boisson chaude populaire, épaisse, douce, mêlée à du lait, de la cannelle et du miel. Elle est réputée revigorante, aphrodisiaque, tonique pour les vieillards. Avec le retour de l'esprit scientifique au XVe siècle, on commence à dessiner, à nommer, à décrire. L'un des plus grands herbariums européens illustrés, le Herbarium Vivae Eikomes de Otto-Brunsfeld, mentionne des plantes proches des orchidées. Leonhard Fuchs, un autre géant de la botanique, les classe selon leurs organes reproducteurs, sans toujours comprendre leur subtilité. Mais il en fait des plantes dignes de collection, à la frontière entre science et art. Les gravures montrent des racines charnues, des tiges grêles et parfois des fleurs dessinées avec une précision troublante. L'orchidée à la Renaissance sort du sous-bois pour entrer dans le cabinet de curiosité. Elle passe ainsi du folklore au savoir. Et bientôt, le savoir ne suffira plus. Il faudra aller les chercher. Nous terminons ce 3e épisode sur les orchidées dans l'histoire. Vous l'aurez compris, la prochaine fois, nous prendrons la mer pour suivre les grands explorateurs. Je tiens à remercier Jean-Mi au montage pour sa patience. Posez-nous vos questions sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt et passons au vert. Passons au vert avec Samuel Blois.